14e leçon de notre MOOC sur le design thinking, nous allons voir aujourd'hui le travail d'un groupe d'étudiants à l'issue de la phase 1 et nous allons faire une évaluation sous le triple angle proposé par le design thinking, sous la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Alors nous allons donc regarder d'un peu plus près le travail du groupe d'étudiants formé par Marie, Victorien, Emmanuel, Étienne et Marion, mais sous l'angle vraiment de l'évaluation aujourd'hui. Donc nous allons repartir de ce fameux schéma sur les trois sphères qui groupent les données d'un projet pour le design thinking, entre désirabilité, viabilité, faisabilité. Donc quelle pertinence, quel potentiel dans le développement de leurs hypothèses de travail à l'aune de ce schéma du design thinking? Pourront-elles répondre à ces trois critères? C'est ainsi que nous allons poser la question du mode d'évaluation et de validation des propositions. Rappelons que pour passer d'une phase à l'autre, de manière à bien conduire le projet vers le succès, des modes de validation clairs, partageables, en relation avec les objectifs stratégiques de la thématique, doivent être prédéterminés. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons envisager aborder la phase suivante de manière sereine. Ce groupe d'étudiants a introduit de manière critique et constructive leur présentation de phase 1 en faisant le constat qu'ils avaient bien proposé 4 concepts, 4 hypothèses, mais il leur manquait un, en fait, notamment sur le plan du positionnement général qui était imprécis. Vous savez, c'est cette fameuse posture qu'on demande d'établir à la fin de la phase 0, phase de veille et d'exploration. Ils ont expliqué comment ils ont pu mieux utiliser leur travail de veille en le re-questionnant par rapport à l'apport d'un nouveau champ de pensée qui est celui de la biologie. En partant de la notion de cellule, ils aboutissent à cette notion qui va leur permettre de mieux utiliser les éléments produits lors de la phase de veille et d'aboutir à cette phrase « ville, organisme vivant ». Ils peuvent alors déterminer une problématique générale issue de la pollinisation de leur veille par la biologie. L'eau, noyau et vecteur de l'innovation au sein du tissu urbain. La posture est enfin établie. De cette problématique générale, ou plutôt de cette posture, ils vont découler 3 hypothèses. La première s'intéresse à la composition intrinsèque de cette innovation, la deuxième à son impact sur l'espace, et la dernière à son impact sur l'humain. Voici un extrait de leur planche qui a servi à la soutenance de cette phase de travail. Alors donc ils ont nourri leur posture de ces items, la cellule, le tissu urbain, qu'est-ce qu'une ville, le smart city, l'open data. Sur le schéma suivant, nous voyons la proposition de leurs 3 hypothèses, à partir de cette posture commune qui est l'eau, noyau et vecteur de l'innovation au sein du tissu urbain. Donc nous voyons ici ces 3 hypothèses, l'eau dans le quartier, équilibre entre besoin vital et objet de désir. Ensuite, la greffe du quartier dans le tissu urbain, conflit d'identité. Et enfin, l'eau, catalyseur de l'harmonie sociale d'un quartier. Et là, ça sera plutôt l'impact sur l'humain. Donc nous allons examiner si leur travail a un potentiel de réussite suffisant pour répondre à l'exigence de désirabilité dans un premier temps. Avant, faisons un bref rappel de ce que contient ce groupe de données qui constitue la désirabilité. Alors elle comporte tous les éléments liés aux données émotionnelles, culturelles, l'identité formelle, voire de marque, autant d'éléments qui sont difficilement mesurables de manière cartésienne, voire objective. Pourtant, ce sont des éléments vraiment essentiels dans la réussite du projet. C'est aussi dans ce groupe de données que l'on abordera beaucoup de notions liées à l'humain, et dans ce domaine, les sciences humaines et sociales nous sont d'un grand recours. C'est pourquoi c'est un domaine à fort potentiel d'innovation. Les éléments constituant ce groupe de données questionnent beaucoup la forme, la question de la forme, de l'identité, que nous détaillerons plus tard. Examinons sur ce point leur travail. D'abord, nous leur demandons un travail de description de l'univers formel dans lequel seront développées les hypothèses de travail, puis la solution finalisée. Des planches univers sont produites ainsi pour chaque hypothèse. Elles sont complétées, développées au fur et à mesure du développement du travail. Nous allons donc les voir là, dans leur première mouture. Examinons la planche univers associée à l'hypothèse numéro 1. L'eau dans le tissu urbain, équilibre entre besoin vital et objet de désir. Alors elle est construite à partir des éléments constitutifs de cette hypothèse, presque comme une approche étymologique. La notion de besoin vital, la gestion de la ressource, qui implique des occupants d'une ville d'intégrer la gestion de l'eau, l'innovation,
Un changement dans la pratique est nécessaire pour amener les entreprises à réaliser les véritables avantages d'un nouveau rapport à l'eau. Et puis l'objet du désir, enfin, qui a pour objectif de créer un autre rapport avec l'eau par l'art, l'émotion et la culture. Donc l'entrée qu'ils ont privilégiée est celle du désir. Comparons ensuite la ville à un réseau neuronal, et c'est ce qui nous propose finalement dans la première planche décrivant cette hypothèse. Nous voyons là un cerveau droit et un cerveau gauche, avec une cartographie à droite qui est plutôt celle de la biologie et à gauche qui serait plutôt celle d'un circuit électronique. Ainsi, nous allons pouvoir concourir à la création d'une innovation urbaine en liant ces deux types d'approches. Cette planche univers, donc, que j'avais annoncée, que voyons-nous dans leur planche? Alors la ville rêve en l'eau, ou l'inverse, le mélange intime de l'eau et du data, le plaisir d'un contact avec l'eau, une forme d'impact de l'eau sur le paysage, par exemple en forme de cellules d'un cerveau, pour l'image du bas. Nous voici devant une cohérence prévisible, soutenue par un bon corpus de recherche qui facilitera le développement de l'hypothèse. Pour la deuxième hypothèse, alors, donc nous voyons là sur cette planche de présentation de l'hypothèse la notion de diversité des éléments. L'image de la ville, son bâti, sa situation, les fonctions qu'elle intègre, le type de fréquentation lié aux populations. Le petit dessin en bas à droite n'a l'air de rien, c'est ces petits hexagones avec un petit rond en bas. Et pourtant, rien que le fait de représenter ce schéma-là, c'est-à-dire un petit rond par rapport à la version de gauche où on met un hexagone dans un hexagone, nous permet d'imaginer des facteurs d'hétérogénéité pris en compte dans le cas donc, de la greffe urbaine. Nous verrons plus tard que cet aspect-là est assez décisif. Commentons cette planche d'univers pour cette deuxième hypothèse de travail qui s'appuie sur le mot identité. Et nous avons vu sur la planche précédente que identité était a priori considérée sous l'aspect de la diversité. C'est ce que nous voyons à travers ces images d'urbains, de bâtis pris dans différents types de villes du monde. Elles ont en commun en fait cette surprise, cette notion de patchwork. Pour se terminer, donc en bas à droite de cette planche, par la construction peut-être d'un nouvel ADN de la ville. Ensuite, voici l'hypothèse 3, le petit schéma de présentation. Alors, un premier constat intéressant sur ce petit schéma, voyez-vous, vite fait, mais assez communicatif, le besoin d'une approche socio-orientée qui intégrerait l'art pour nourrir davantage cette hypothèse. Donc on peut très bien présenter un travail en étant à la fois critique sur son degré d'avancement. Sinon, entre réaction chimique, c'est-à-dire le cartésien, et l'alchimique, c'est-à-dire tout le reste, dont l'humain, il manquerait en fait un noyau dur pour bien construire cette hypothèse. On reste là, vous voyez, dans l'artefact en fait de la construction biologique. Voyons leur planche univers pour cette troisième hypothèse, assise donc sur le mot catalyseur. Donc elle veut illustrer cette notion très forte dans leur hypothèse. Personnellement, je trouve que les items abordés sont un peu trop diverses. Ça manque peut-être un peu de lien. Donc cette notion de dénominateur commun, on le voit là, bien sur cette planche, est absente. C'est peut-être là aussi l'illustration par l'image de leur propre constat sur l'absence de noyau dur, proprement parlé, pour bien cimenter cette troisième hypothèse. Maintenant, donc, voyons sous l'angle de la viabilité leur travail. Donc, elle est reliée à l'économie, elle prend en compte des éléments comme des éléments financiers, économiques, le marché, bien sûr. Donc, les acteurs entrant en jeu sont alors nombreux et pourront s'avérer décisifs dans le développement du projet. Ils sont de l'ordre du tissu économique, social, institutionnel, d'expertise aussi diverses. C'est pourquoi nous demandons d'utiliser ce que nous appelons un réseau d'acteurs, qui permet d'identifier leurs relations, tant en termes d'état existant qu'en termes d'état projeté dans le développement du projet. Ceci évidemment pour chaque hypothèse de travail. Cet outil évoluera tout au long du déroulement du projet. Nous détaillerons dans la leçon 4.4 cet outil particulièrement efficace qui permet de relier l'approche de l'anthropologue et celle du designer, en favorisant une approche de type consultant finalement, qui aurait une vision assez complète du projet et de ses enjeux. Pour revenir sur cette notion de réseau d'acteurs, dans un premier temps, cette équipe d'étudiants nous propose de manière pertinente l'idée d'un socle d'acteurs communs aux trois hypothèses de travail. Vous les découvrez là, ce n'est pas la peine que je vous les recite oralement. On voit bien là qu'à minima, puisque je vous rappelle que ce projet se développe dans le quartier Confluence, on est évidemment obligé de prendre en compte ces acteurs-là.
Ensuite, pour chaque hypothèse, il complète ce réseau d'acteurs selon les besoins de chaque hypothèse. Par exemple, pour l'hypothèse 1, un acteur immobilier. Pour l'hypothèse 2, un acteur institutionnel du patrimoine lyonnais. Pour l'hypothèse 3, des acteurs plutôt de la sphère culturelle et de la sphère citoyenne. Toujours sur la viabilité, et à ce niveau-là du projet, nous n'allons pas établir un business model, ce qui serait sans doute prématuré et risquerait de fermer trop tôt le champ des possibles avant même d'avoir développé le projet. Mais nous constatons que l'identification des acteurs principaux est faite, que l'environnement dans lequel ils interagissent est déterminé, et même pour une grande diversité d'acteurs tels que des entreprises, des institutions locales, nationales, des universités, la société civile, etc. Tout cela semble bien envisagé. Nous pouvons ainsi constater que les hypothèses de travail s'inscrivent dans ce que l'on peut nommer l'écosystème naturel du projet. Celui-ci pourra avoir de fortes implications dans la construction du modèle économique du projet choisi. En ce qui concerne la faisabilité, nous sommes là dans le cas des données techniques, technologiques, énergétiques. À ce niveau d'avancement du projet, nous allons examiner si le travail de veille a été suffisant pour nourrir les hypothèses de travail. Souvent, on peut être conduit à compléter le travail de veille préliminaire par des recherches plus ciblées, plus en relation avec la nature des hypothèses. Et là, nous ne pouvons que constater que cet aspect a été trop peu abordé. Ce qui va impliquer la projection sur la phase suivante, car même si à ce stade il n'est pas décidé encore de choisir telle ou telle hypothèse, ces aspects vont cruellement manquer dans leur choix pour la phase 2, puisqu'ils semblent accorder de l'importance aux technologies du numérique, au big data. Nous allons leur proposer 2 documents pour les aider. Voici le premier. Il propose une représentation schématique des cycles de vie des technologies utilisables dans le cadre de leurs hypothèses. Une courbe sinusoïde, bien connue, représente ces cycles de vie en combinant sur un axe horizontal la durée et sur un axe vertical le niveau de potentiel. Je vous laisse découvrir effectivement donc chaque type de technologie envisagée. Avec toujours cette première courbe très ascendante, puis un palier descendant et enfin une courbe un peu plus aplatie sur des marchés qu'on qualifie en général de plus matures. Le second document propose une représentation schématique des cycles de vie des différentes activités technologiques liées au développement du numérique. Bien sûr, le dessin de cette courbe est identique à celle du document précédent. Donc le voici. Là, nous analysons essentiellement tout ce qui est lié à la technologie des big data, du traitement des données. Donc au moins, ce document aura pour mérite de leur cartographier en fait ce long cheminement de l'évolution de toutes ces technologies et de tous ces usages liés aux données et aux big data. Voici leur ouverture sur la phase 2 maintenant. Voisine du cœur historique de Lyon, l'objectif affiché des pouvoirs publics est que Confluence contribue au renouveau et au rayonnement de la ville. Le choix n'a pas été d'en faire un pôle d'affaires ou un quartier résidentiel, mais plutôt un lieu d'entrecroisement de tout ce qui peut faire l'attrait et la puissance de la ville. C'est dans cette dynamique de changement que s'inscrivent leurs 3 hypothèses centrées sur l'eau, l'individu, le bâti. Le groupe souhaite que la greffe du quartier Confluence au sein du tissu urbain lyonnais prenne grâce à la relation mise en exergue de l'eau comme support de l'innovation. Notre constat est que leur proposition ne repose que sur 2 sphères de données du modèle du design thinking, la désirabilité et la viabilité, en ignorant les éléments liés à la faisabilité, ce qui est de l'ordre du technique. Cette impasse apportera un surcroît de travail en phase suivante. En synthèse, nous avons vu aujourd'hui que s'il est difficile de bien comprendre le bien fondé d'un travail de veille qui prenne en compte l'ensemble des éléments constituant les 3 sphères de l'approche design thinking, l'absence d'un de ces groupes de données peut obérer la pertinence non seulement du choix des hypothèses à développer pour la phase suivante, mais aussi limiter la pertinence de leur développement. De fait, il semble prématuré d'entrevoir l'aspect entrepreneurial à ce niveau, car de nombreuses questions restent en suspens, comme l'identification des différents niveaux d'investissement industriel de chaque hypothèse par exemple. Ces manques seront nécessairement comblés lors de la phase suivante.